Bravo, parce que nous avons le temps. Bonsoir. Alors, je dois redire bonsoir. Nous vous proposons un sujet, nous l'espérons, beaucoup moins polémique, basé sur une autre thématique que nous souhaitons développer lors des 20 heures de l'Onco-Uro, puisque initialement, la règle était, et on l'a respecté, je crois, ce soir, qu'il y ait une thématique du cancer de la prostate. Nous l'avons vu, sujet riche, et une autre thématique. Et nous avons essayé, tous ensemble, de trouver une thématique qui pourrait vous intéresser et basée sur des nouveautés thérapeutiques, sur le plan des traitements systémiques, mais aussi grâce à la compétence de nos radiologues interventionnels dont Sébastien représente ce soir ses confrères, de vous proposer des discussions un petit peu au sujet autour de deux principaux cas cliniques, à savoir cancer du rein, oligométastatique. Est-ce que l'on peut, grâce aux nouvelles thérapeutiques que nous allons voir, aboutir à une réduction tumorale telle qu'il est licite de proposer des traitements focaux? On va principalement parler de l'immunothérapie et d'une nouvelle thérapeutique qui s'appelle cabozantinib, qui est un anti-VEGFR et qui est désormais disponible depuis quelques mois. L'objectif de ces traitements focaux pour les cancers du rein en ce qui concerne ce soir est d'éviter l'émergence de clones résistants au traitement systémique, puisque nous parlons bien de patients avec peu de métastases, de proposer un traitement local durable grâce à la radiologie interventionnelle pour, in fine, aboutir à une réponse prolongée, si possible, avec arrêt des traitements systémiques, pour évidemment limiter les effets secondaires chez nos patients, puisque les thérapeutiques, même si elles sont de plus en plus efficaces, aboutissent quand même, le plus souvent, à des effets systémiques non négligeables. On vous propose tout d'abord ce patient, qui a 78 ans, qui a été opéré en mai 2010 par néphrectomie droite. C'était un PT3N1 de grade 2 de Fuhrmann. 2 ans plus tard, il récidive au niveau osseux, au niveau de T2, et également au niveau de 2 autres sites osseux. Le premier au niveau de la hanche à droite, une lésion qui faisait 7 cm, et une autre plus petite au niveau contralatéral, au niveau de la hanche. Donc 3 sites initialement. On a débuté un traitement classique à l'époque, qui reste d'ailleurs un traitement standard, le Sutent, et globalement pas très bien toléré, et même pas très efficace, puisque en novembre 2012, le patient a présenté une compression médulaire. Il a fallu l'opérer en urgence, laminectomie en T2, radiothérapie complémentaire. Puis nous avons ensuite introduit une deuxième ligne thérapeutique, l'Ilaita, arrêtée en juillet 2013 pour progression, puis Nexavar, ligne 3, puis Afinitor, anti-mTOR et Verolimus. Et là, on vous dit que ça vous donne potentiellement des pneumopathies interstitielles, mais c'était le cas chez ce patient. On a dû l'arrêter pour toxicité. Et enfin, on s'est dit, on va trouver quelque chose, sauf qu'à l'époque, il n'y avait plus que le Sutent à essayer de reprendre. Et là, on avait appris en 5 ans qu'on pouvait diminuer les doses et adapter les schémas thérapeutiques, non pas faire 4 semaines sur 6, mais 2 semaines sur 3. Février 2016, le patient, de nouveau, est symptomatique, avec au niveau de sa vertèbre T2, une compression médulaire, des troubles de la marche et algique, palier 3. Le patient est récusé sur le plan neurochirurgical. Pas de réirradiation a été... on avait rediscuté une réirradiation éventuellement par cyberknife, mais ça n'avait pas été retenu compte tenu des mises en place, de la nature de la lésion et du risque d'aggravation de la compression médulaire liée à l'œdème potentiellement induit initialement par la radiothérapie. Ici, c'était la lésion. Je suis équipé. Alors, il marche ? Oui, ça marche.
Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ok. Sur ce scanner, en fait, on voit donc la zone qui a été opérée avec la laminectomie postérieure. Et Jérôme a eu la gentillesse de vous mettre les flèches rouges pour bien voir la récidive tumorale qui se fait de part et d'autre du fourreau dural. Et ici, on a une compression qui est supérieure à 50%. On a une extension de là des corticales, un envahissement des parties molles. Et on a probablement même en scanner, à mon avis, une lésion qui est sous-stadée, avec une probable épidurite de part et d'autre de cet étage touché. La question était, quel traitement? Il se trouve qu'à l'époque, février 2016, venait d'ouvrir l'étude Nivoren, qui est une étude de phase 3B d'extension d'accès précoce au nivolumab, anti-PD1, donc nouvelle immunothérapie, et se poser la question de est-ce que c'était intéressant chez ce patient, est-ce qu'on pouvait espérer une réponse tumorale. Et c'est la question un petit peu qui va un peu guider la présentation, c'est-à-dire que si on cherche à obtenir des traitements locaux, des réponses locales, il faut que nos thérapeutiques aient une réponse tumorale. Ce n'est pas le cas, vous allez le voir avec l'Afinitor par exemple. En revanche, avec le nivolumab, on pouvait l'espérer, comme vous voyez dans cette étude de phase 2, avec ici une représentation qui montre qu'on a des patients qui répondent. En partie, en gros, on estimait à 25% de taux de réponse. Ce patient, il n'y avait pas d'autre attitude thérapeutique, il a pu être inclus dans l'étude Nivoren. On voit dans l'étude de phase 3 qui a permis l'obtention de l'AMM du nivolumab en ligne 2 ou plus, versus everolimus, que le taux de réponse est d'environ 25%. Ici, vous voyez l'ensemble des patients qui ont répondu versus le bas de contrôle et everolimus. Donc, c'était une option tout à fait satisfaisante, avec ici l'analyse en sous-groupe, que, indépendamment du site métastatique, il y avait des réponses, notamment en cas de métastase osseuse, on pouvait tout à fait envisager une réponse, indépendamment qu'il n'y ait ou pas de métastase viscérale. L'étude Nivoren, je vous le montre ici puisque c'est le propos, maintenant on a des données à 2 ans, et on voit que dans la vraie vie, c'est pas 25% qu'on peut espérer, c'est plus de l'ordre de 18-20% pour des patients un peu moins sélectionnés que l'étude de phase 3 initiale, mais ça reste quand même non négligeable. Donc il est inclus. En un mois, ce patient a eu la chance de faire partie des 25% répondeurs, avec une réautonomisation quasi complète. En 2 mois, disparition des troubles de la marche, sevrage complet en morphinique. Donc ça, je vous rappelle l'image. Avant. Ouais, ça c'est le scanner de contrôle. Donc après la mise en place du nivolumab, on a une nette réduction de la masse tumorale autour de la moelle, avec un début de recalcification qui s'observe aussi. Et on a, comme souvent, on n'a pas de disparition du processus tissulaire, mais on a une nette dévascularisation de ce processus, avec une diminution de l'angiogénèse. Ici, autre localisation, souvenez-vous, la lésion qui faisait 7 cm au niveau de la hanche. Avant inclusion, après inclusion. Donc ce patient a bien répondu. Je te laisse la décrire. Oui, on voit sur ces 2 diapositives qu'on retrouve certes un petit pourcentage de réduction tumorale en termes de plus grande dimension. Il y a surtout une nécrose importante et il y a une recalcification qui se fait. Et ce patient, il avait une lésion contralatérale qui avait, elle, bien répondu avec les précédentes lignes et qui s'est recalcifiée, qui s'est atrophiée. La lésion à gauche était quasiment initialement aussi grosse que la lésion à droite. Donc on peut espérer obtenir des réductions tumorales majeures qui passent par souvent une étape de nécrose avant une recalcification et une poursuite de la rétraction tumorale. Ce patient a pu bénéficier du nivolumab pendant 18 mois. Et de nouveau, progression récente, avec impotence fonctionnelle. Et là, cette fois-ci, c'est la lésion au niveau du bassin, celle que vous venez de voir, qui évolue. Donc, nous nous étions donc réunis et nous avions essayé de proposer, de réfléchir autrement. Quel traitement local proposer pour un patient qui n'évoluait que sur un site qui avait déjà été radiothérapié. On l'a dit au niveau de sa hanche, ou on ne l'a pas dit, mais en tout cas, il avait eu. Et on avait dit qu'une cimentoplastie, ça avait peu d'intérêt parce que la lésion était soufflante.
Et Sébastien a une idée. Alors, d'abord, on vous remontre un peu l'histoire de la maladie récente avec là, la progression initiale en février 2016, la mise en place du nivolumab, la réponse en août 2016, la calcification, la dévascularisation, la fibrose, et à nouveau la progression en novembre 2017. Une réapparition d'un contingent tissulaire qui était assez vascularisé. Alors, les techniques, on va dire, interventionnelles, là, une cimentoplastie n'apparaît pas indiquée. On a un os qui est complètement soufflé, détruit. On ne pourrait pas concentrer suffisamment de ciment, ne serait-ce que pour avoir un effet antalgique. Et on a un risque de lésion thermique sur les structures musculaires, nerveuses adjacentes. Donc, on n'est pas dans un bon outil ici. Alors, on a essayé de se rappeler que ce type de lésion, quand elle se revascularise, en général, il y a une angiogénèse qui se fait. Donc, on a pratiqué chez ce patient un angioscanner qui a consisté à faire une acquisition avec des coupes extrêmement fines, avec une série, avec un bolus d'iode un peu plus important, pour essayer de travailler toutes ces coupes natives. Même si de prime abord, quand je vous fais défiler les images, vous n'avez pas l'impression d'avoir une franche hypervascularisation. Après, on retravaille toutes ces images pour finalement réussir à extraire une artère qui était une artère lombaire qui alimentait avec une forte, on va dire une forte préférence cette zone tumorale au niveau de l'épinée iliaque. Donc, à partir de là, on a proposé chez ce monsieur de faire une artériographie pour confirmer les données de l'angioscan et une éventuelle embolisation selon les possibilités qu'on verrait au décours de l'artériographie. Donc on a validé cette attitude, il a été hospitalisé pour faire cet acte sous sédation, ça a duré à peu près 1 heure, il est sorti le lendemain, on a pu l'emboliser, il n'a pas eu de syndrome post-embolisation majeur et surtout on a vu une amélioration de la symptomatologie douloureuse générée par cette récidive locale. Et l'iode qu'on a utilisé pendant la procédure chez ce patient donc, qui a un rein unique n'a pas décompensé sa fonction rénale. Alors la procédure d'embolisation, elle a consisté déjà à repérer l'ostium des artères lombaires, qui est toujours un peu difficile à cathétériser parce que vous voyez que c'est un chemin un peu complexe. Qu'on est dans le plus difficile en cathétérisme, c'est de rentrer dans un petit vaisseau alors que le vaisseau dans lequel on est beaucoup plus large. C'est le cas quand on est dans l'aorte et qu'on cherche à rentrer dans des petites artères. Donc il y a des techniques endovasculaires pour arriver à stabiliser le matériel. Finalement, on a pu rentrer dans cette artère et vous voyez que quand on en fait l'opacification, l'angiographie, on a cette artère tortueuse qui va donner des branches saines, on les voit très bien, c'est des branches musculaires rectilignes et des branches tumorales, ces artères qui sont dilatées, hélicines, tortueuses et qui vont alimenter ici le rehaussement de la lésion. Et ça, sur les données de l'artériographie, on visualise bien le caractère hypervasculaire de ce type de localisation secondaire. Alors l'embolisation, elle s'est faite en utilisant des particules, des microparticules, dont l'intérêt est d'avoir une embolisation tumorale et non pas vasculaire. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir amener ces microparticules jusqu'en périphérie au sein du volume tumoral. Et là, c'est le résultat après l'embolisation avec les microparticules. Il reste quand même l'artère nourricière qu'on a fini d'occlure par la mise en place de ces petits coils ici que vous voyez en amont au niveau de l'artère. Donc on a choisi de faire une embolisation tumorale en sélectionnant ces artères-là. Probablement quand on injecte les emboles, il y en a toujours un petit peu qui partent dans les structures musculaires adjacentes, mais compte tenu de la collatéralité artérielle, ça n'a pas posé de problème particulier. Et ça, c'est le scanner de contrôle. Donc cette embolisation elle a été faite il y a un mois et demi, 2 mois. Et ça, c'est le scanner de contrôle qu'on a fait en 1 mois. On retrouve ici la dévascularisation qu'on souhaitait obtenir par rapport à l'effet embolisant. Il reste une partie qui est encore tissulaire, charnue, vascularisée. Probablement, et c'est la difficulté de ce type de lésion, qu'il n'y a pas qu'un seul pédicule qui alimente cette tumeur. D'où le corollaire, c'est qu'avec cette technique, il est peu probable qu'on ait un effet oncologique de traiter de manière durable cette lésion sur le plan tumoral oncologique. En tout cas, on a eu une nette amélioration sur le plan de la symptomatologie. Alors, ça c'est un petit papier que j'ai trouvé sur la prise en charge spécifique des lésions osseuses des cancers du rein métastatiques en radiologie interventionnelle. Il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature et il y a cette étude de l'HEGP avec 50 patients qui ont bénéficié de procédures assez complexes qui peuvent associer embolisation, cimentoplastie, radiofréquence, parfois plusieurs techniques associées en ce sens. Et les lésions étaient
d'abord symptomatique. Encore une fois, ce n'était pas un but oncologique de réduction tumorale ou de pouvoir espérer un bénéfice oncologique. Ça a été fait parce que les lésions étaient symptomatiques. Ça a été efficace la plupart du temps, réduction de moitié des antalgiques au moment de la sortie et encore de moitié à un mois. Le fait est que c'est des traitements multimodaux et complexes parce qu'il faut à la fois avoir des possibilités de techniques endovasculaires, de cathétérisme, associées à des techniques percutanées, qu'on travaille sous scanner ou sous scopie, pour pouvoir utiliser l'ensemble des moyens thérapeutiques disponibles, que ce soit de la destruction tumorale percutanée par imagerie, de la cimentoplastie. Donc il faut pouvoir avoir des équipes qui puissent maîtriser ces multiples voies d'abord possibles chez ces patients. Ça, c'est juste pour vous illustrer la difficulté d'embolisation dans ce genre de cas. Patiente de 65 ans, cancer du rein métastatique, le primitif a été opéré 20 ans auparavant. Elle a eu des métastases surrénaliennes opérées, elle a eu d'autres métastases. Elle fait une évolution oligométastatique régulièrement depuis une quinzaine d'années et elle a une lésion extrêmement douloureuse au niveau de l'épaule droite de la glène. Il y a le chirurgien qui a été intéressé par cette patiente, mais il s'avère qu'il n'y a pas de technique de résection de cette tumeur qui occupe toute la glène, si ce n'est de faire un démembrement, ce qui est un petit peu agressif, on peut dire. Alors, on a proposé chez elle de faire encore une fois une technique d'embolisation. Ici, on est rentré dans une artère bicervico-scapulaire. On a pu observer le rehaussement de la tumeur. On était content, on l'a embolisé et on s'est dit on a été efficace. Et puis après, on va un peu plus loin dans l'artère humérale. Et là, on voit qu'il y a encore une partie du bourgeon tissulaire qui est rehaussée. Et on a fini par trouver encore 3 autres artères qui alimentaient à chaque fois une petite partie du contingent tumoral. Donc au final, cette patiente, elle a eu une embolisation de 4 artérioles pour arriver à un résultat qui était angiographiquement satisfaisant et qui a été suivi d'une amélioration symptomatique. Encore une fois, je ne prétends pas et on ne prétend pas régler son problème oncologique. En tout cas, c'est une technique qui peut être utilisée surtout dans cette indication d'antalgie et chez des patients qui ont des contre-indications opératoires ou qui ont déjà été traités par irradiation. Et multitraités sur le plan systémique. Deuxième et dernier cas clinique, une patiente de 75 ans, cancer du rein en 2004 et récidive tardive, 7 ans après, au niveau de la loge de néphrectomie gauche, une lésion de 10 cm qui avait été opérée. Puis, rapidement après, récidive oligométastatique, il y a une petite erreur, sur 3 sites, tête du pancréas, rein controlatéral et rate. Et cette patiente, depuis 5 ans, jusque récemment, a été traitée par une seule ligne de traitement, le Sutent, de manière discontinue évidemment, avec des postes thérapeutiques, mais finalement, plutôt pas trop mal tolérée, ce qui nous a permis d'aboutir à une réponse évidemment durable. Évidemment, on vous montre des patients oligométastatiques dont sélectionnés, donc qui ont de base une survie prolongée par rapport à la médiane. Alors, moi, cette patiente, j'ai eu le plaisir de la connaître en 2012, puisque j'avais réalisé la biopsie de cette récidive tumorale qui était au contact de la rate et qui a confirmé que c'était une récidive du carcinome rénal dont elle avait été opérée. C'est un site qui est peu habituel, c'était une masse entre le péritoine et la rate. Il y avait une autre tumeur au niveau de la tête du pancréas et il y avait un nodule du rein contralatéral. Donc ça, c'était en 2012. Et Jérôme vous l'a dit, elle a bénéficié de cette prise en charge par Sutent, pas de manière continue sur 5 ans. Et on a ici l'évolution sur ces 5 dernières années, avec une lésion rénale qui n'évolue que peu. Peut-être elle prend quelques millimètres, c'est difficile à dire. Une lésion céphalique pancréatique qui va progressivement s'atrophier jusqu'à se calcifier complètement. Et là, ça, on peut considérer que c'est un aspect de réponse complète, même s'il reste un substratum, mais ce n'est pas quelque chose qui, pour nous, présente une activité. Et là, vous avez en parallèle aussi l'involution de la lésion périsplénique pour aboutir à ces masses qu'on voit, ces masses résiduelles, cicatricielles, fibreuses, sans vascularisation. Cette dame, en mars 2017, elle évolue au niveau rénal. Et on se propose dans cette situation de la traiter par nivolumab, puisque on avait cette possibilité. Il y avait eu l'AMM, hors essai. Donc elle a été traitée 3 mois. Donc là, on retrouve à nouveau nos cibles. Et vous vous rappelez de ce petit nodule rénal. Ben là, il grossit au mois de mars 2017. Il y a une claire évolutivité, alors que les autres lésions ne sont pas évolutives. Ni la tête du pancréas, ni la lésion périsplénique. Donc là, on a un site actif qui évolue pour son compte.
on passe du sutent au nivolumab, et ça c'est le résultat du nivolumab qu'on refait une évaluation rapide à 2 mois. Manifestement, ça ne fonctionne pas. La lésion a grossi, la composante charnue est plus importante, et on a aussi l'apparition de plusieurs micronodules intrapancréatiques très vascularisés. Et comme on connaît bien cette patiente, qu'on a tout son historique, ben, ces micronodules sont clairement une récidive pancréatique de sa maladie métastatique. La dernière lésion, elle, ne bouge toujours pas. Donc, elle évolue. En juin, quel traitement? Nous avons évidemment dans notre arsenal thérapeutique maintenant beaucoup de thérapeutiques, et se poser la question donc d'une troisième ligne. Je vous montre toutes les études là pour essayer d'avoir une idée un peu claire, même si c'est compliqué. Je vous ai parlé tout à l'heure du nivolumab versus everolimus, c'est l'étude Checkmate 0025. Il y a l'étude qui objective l'efficacité du sorafenib versus placebo, l'axitinib et le cabozantinib, en gros. Everolimus, on n'a pas trop envie de l'utiliser maintenant, puisque le taux de réponse, je vous ai dit, c'est de l'ordre de 5%, donc c'est pas ça qui va permettre d'aboutir à une réponse locale durable. Si on regarde l'étude axitinib versus sorafenib, effectivement, on peut espérer une réponse de l'ordre de 20%, versus 9% dans le bras Nexava. La problématique est que dans cette étude, il n'y a pas de différence en suivi global. Alors, effectivement, en juin, on aurait pu utiliser cette molécule. Sauf que est arrivé le cabozantinib, et évidemment, on s'est dit, on va essayer, mais est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que je peux espérer en plus avec cette nouvelle molécule? Voici l'étude New England 2015 versus everolimus. On voit que là, pour le coup, il y a un bénéfice en survie globale, indépendamment du site de métastase, que ce soit osseux ou viscéral. Et que, en gros, on a un taux de réponse de l'ordre de 17%, qui est effectivement superposable à l'axitinib, je vous ai dit 19%, sauf ce que l'on ne voit pas, c'est la profondeur de la réponse. En fait, la profondeur de la réponse avec cette nouvelle molécule est probablement plus importante qu'avec les autres TKI que nous avons à ce jour. On voit bien qu'à droite, l'éverolimus, très peu de réponses à espérer, 3% seulement, ça n'a pas été notre choix. Indépendamment du statut des thérapeutiques antérieures, on voit que le taux de réponse est de l'ordre de 20%, donc cette patiente avait eu du nivolumab, elle pouvait tout à fait rentrer dans les critères de l'étude. Également, taux de réponse indépendamment du site, je vous ai dit, métastase viscérale ou osseuse, 20%. Un petit focus pour mes confrères oncologues. Le cabozantinib est vendu au prix de 4 500 ou 6 000 euros le traitement mensuel. Et normalement, l'AMM, c'est 60 mg par jour en continu. Sauf que, si vous diminuez à 40 mg, c'est toujours 4 500 euros. Et si vous diminuez à 20 mg, c'est toujours 4 500 euros. C'est un petit point à noter. C'est-à-dire qu'indépendamment de la dose, vous payez le même prix. Donc ne donnez pas 40 plus 20 mg, puisque vous doublez le prix du mois. Deuxième focus, la dose médiane reçue dans l'étude de phase 3, c'est 43 mg. 62% des patients ont eu une réduction de dose. Cette patiente, 75 ans, on n'a pas commencé à 60 mg, et en ce qui me concerne, je ne commence jamais à 60 mg. Je donne toujours, dans un premier temps, 40 mg, qui est en fait la dose médiane de l'essai. Et au début, on avait peur d'une surtoxicité. J'ai remonté des doses chez quelques patients à 60 mg. Tous, ça s'est mal passé. Alors, bon, j'ai peut-être pas eu de chance. Ceci étant dit, je pense qu'on peut faire des réévaluations en fonction du terrain assez régulières, quitte à augmenter et risquer une toxicité. Et je pense qu'il faut rester sur l'idée de 40 mg. Bon, ça, c'est un message à prendre ou pas. Donc, elle a été traitée à 40 mg de Cabometyx, 3 mois, cette patiente. Et on l'a réévaluée en septembre. Et en septembre, les lésions du pancréas avaient disparu. Et au niveau rénal, la lésion avait diminué. Mais elle commençait quand même à avoir des toxicités après seulement 3 mois de traitement systémique. Donc là, on revient sur les premières diapositives que vous avez déjà vues. La progression sous sutent, la non-réponse au nivolumab.
Et la réponse ici au Cabométix, qui est une réponse qui n'est pas complète, mais qui est intéressante, avec une lésion qui est en partie dévascularisée, et surtout qui avait diminué de taille. Ici, on était dans le grand axe, c'est une lésion qui atteignait presque 35 mm. Ici, on est redescendu à 23-24 mm. La lésion pancréatique, les micronodules, et à nouveau, on retrouve la calcification. On a perdu ces micronodules hypervascularisés. Et notre lésion de l'hypochondre gauche, ben, elle n'a jamais bougé, elle ne s'est pas modifiée. Alors, ce qui était intéressant de constater chez cette dame, sur le recul qu'on a, c'est 3 localisations. Elle n'en a jamais fait d'autres à ce jour. Un traitement instauré pendant longtemps, avec des évolutions, des lésions assez variables. Cette lésion-là n'a fait que décroître pour aboutir à un état cicatriciel. Elle n'a pas disparu, mais elle n'évolue pas. La lésion rénale contralatérale est restée extrêmement stable pendant presque 5 ans, jusqu'à tripler de volume en quelques mois, avec l'absence de réponse au niveau immeuble et la réponse partielle au cabozantinib. Et la lésion pancréatique, elle aussi a suivi le trajet de la lésion d'hypochondre gauche avec une décroissance jusqu'à ce qu'on ait un petit décalage aussi en progression, mais il y a eu là encore une progression avec ces multiples petits nodules pancréatiques céphaliques. Alors, on était maintenant dans l'opportunité de proposer un traitement local à cette patiente au niveau de sa lésion rénale, sachant que c'est un rein unique, sachant qu'elle a plus de 70 ans. On a opté pour une technique de radiofréquence qu'on a fait sous anesthésie, sous scanner, ça s'est fait en 30 minutes, une hospitalisation de 48 heures avec une écho et une bio qui n'ont pas montré de modification de la créatinine initialement, après ça s'est un peu modifié. La radiofréquence rénale, quelques idées simples et ce ne sera pas très long, c'est une technique efficace qui permet un contrôle local à 3 ans dans plus de 95% des cas. C'est une technique qui est peu morbide, qui est accessible à une prise en charge ambulatoire, qui peut être fait chez des patients fragiles par exemple des patients âgés ou qui n'ont qu'un seul rein. En moyenne, on a une baisse de 10% du débit de filtration glomérulaire. Et c'est une technique qui, aujourd'hui, est clairement un outil valable pour les petites tumeurs rénales. Là, vous avez ici quelques exemples de destruction de tumeurs. Parfois, on est obligé de faire une aérodissection pour protéger les structures musculo-squelettiques ou digestives adjacentes. Voilà une tumeur ici du rein, pôle supérieur du rein gauche, avant et après traitement par radiofréquence. Donc chez cette dame, vous avez ici le contrôle en mars 2018. Là, c'est la zone qui a été traitée et brûlée par radiofréquence. Vous voyez, quand on voit cette coupe axiale, on se dit qu'est-ce qui se passe ici? C'est de la tumeur. Il faut pouvoir faire des reconstructions. Il faut voir que cette lésion intrarénale, lorsqu'on en a fait le traitement, on a probablement abîmé une petite artère polaire supérieure qui ici a entraîné un phénomène d'ischémie sur le pôle supérieur du rein droit. Vous voyez qu'ici, il y a un cortex qui est nettement moins rehaussé que le cortex sous-jacent, d'où la diminution de la DFG d'environ 10% chez cette patiente. Donc un aspect de réponse complète sur le rein, pas de récidive au niveau pancréatique et la lésion périsplénique n'a toujours pas bougé. Donc là, on est à 7 mois d'arrêt de tout traitement systémique et à 6 ans de sa première récidive métastatique. On est fiers, hein, quand même. Enfin, la chance. Hein. Voilà. Merci beaucoup.